Par jeu, essayez celle-ci. Quelle structure flottante David Gilmour a-t-il convertie en studio privé? Quel objet de luxe David Gilmour a-t-il vendu aux enchères pour plus de 21 millions de dollars? En faisant don de chaque centime à l'activisme pour le climat, vous pensez connaître les deux réponses? Tapez vos suppositions dans les commentaires ci-dessous. Je révélerai les réponses dans un instant. Pendant que vous y réfléchissez, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans The Worst, maître de la musique. Je suis Dick Carlson. Aujourd'hui, nous explorons le génie discret de David Gilmour, dont le nom est inscrit dans l'histoire du rock, mais dont la vie est encore plus remarquable. Restez avec nous pour voir comment cette icône de la guitare a discrètement accumulé 180 millions de dollars, et pourquoi ses luxueuses propriétés ne dévoilent qu'une petite part de sa véritable personnalité. Mais pour vraiment comprendre David Gilmour, il faut remonter là où tout a commencé, car ces premières années recèlent être des moments clés que vous n'allez pas en croire. David Gilmour est né le 6 mars 1946 à Cambridge, en Angleterre, une ville paisible entourée de ciels ouverts et de douces collines verdoyantes. Mais il a grandi dans le village voisin de Grantchester, où son enfance a été façonnée par les livres, la musique et une curiosité tranquille. Son père, Douglas Gilmour, était zoologiste reconnu et sa mère, Sylvia, enseignante et monteuse de films. Tous deux étaient académiques, réfléchis et bienveillants, offrant à David un univers d'idées, mais sans privilèges. Sa maison n'était pas luxueuse, mais elle était remplie de quelque chose d'encore plus important, la musique et les possibilités. Adolescent, David a appris à jouer de la guitare tout seul, simplement en écoutant. Il passait des heures à recopier des solos de blues de vieux disques, apprenant à l'oreille et se perdant dans les sons d'Elvis Presley, Lad Belly et Hank Marvin. Il n'a jamais suivi de cours, mais s'entraînait constamment. Il se concentrait sur le bon son et le bon ressenti, un style naturel devenu iconique. Dans ses premières années, David jouait dans de petits groupes locaux. Le plus célèbre était Joker's Wild, où il a commencé à jouer en live à Cambridge. Les concerts étaient immodestes et peu payés, mais ils lui ont apporté expérience, confiance et présence sur scène. À cette période, David a renoué avec un ancien camarade d'école, Syd Barrett. Ils étaient installés au lycée de garçons de Cambridge et partageaient sans un amour pour la musique, l'art. Syd était audacieux, créatif et plein d'idées folles. Ils ignoraient que leur amitié allait bientôt changer l'histoire de la musique. Tout a débuté dans les rues paisibles de Grantchester, avec deux adolescents rêvant de musique et de chansons. L'enfance de David n'évoquait pas une future star du rock, mais en secret, quelque chose de fort naissait. David aimait la musique avec patience, curiosité et passion. En 1967, tout a changé. David a été invité à rejoindre Pink Floyd, le groupe de rock psychédélique en pleine ascension dirigé par son ancien camarade de classe, Syd Barrett. Au début, il a été amené pour soutenir Syd, qui avait des problèmes de santé mentale et un comportement de plus en plus imprévisible. Rapidement, David est devenu le nouveau guitariste principal et chanteur du groupe. À l'époque, David doutait de la durée de ce nouveau rôle. Pink Floyd avait un son et une direction unique qui ne correspondaient pas immédiatement au style de guitare influencé par le blues de David. Au lieu de s'adapter au groupe, David a misé sur ses points forts, créant des mélodies humaines et émotionnelles. Il a structuré le chaos, transformant des idées dispersées en chansons cinématographiques. Il est également devenu une présence stabilisatrice au sein du groupe. Malgré les rivalités, David demeurait calme, concentré et engagé envers la musique. Ce calme ancrera discrètement le groupe pendant ses années les plus créatives et tumultueuses. Dès lors, il n'a pas seulement joué de la musique, il en a influencé l'avenir, tandis que le rôle de David grandissait avec le groupe. Il n'était ni bruyant, ni tape à l'œil, mais en studio, il est devenu l'architecte sonore derrière certains des albums les plus légendaires du rock. Son travail sur l'album de 1973 The Dark Side of the Moon a contribué à en faire l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Puis avec Wish You Were Here en 1975, il a insufflé de l'émotion dans chaque note, en particulier dans l'hommage bouleversant à Syd Barrett. Et dans The Wall en 1979, les solos envoûtants de David ont donné vie à la narration émotionnelle la plus dramatique du groupe. Son style distinctif s'est révélé à travers des phrasés lents et lyriques, ainsi que des sonorités qui semblaient être de l'émotion pure. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à exprimer, et cela faisait toute la différence. En grandissant comme artiste, David subissait les tensions croissantes au sein de Pink Floyd. Le contrôle créatif était souvent source de conflits, surtout entre lui et Roger Waters, le bassiste et parolier principal. En grandissant, le groupe voyait les tensions croître. Mais même pendant les conflits, David restait concentré sur la musique, toujours en train d'affiner et de perfectionner.
Ne cherchant pas la lumière, il suivait le son et devenait discrètement l'un des guitaristes les plus respectés au monde. Dans les années 1880, Roger Waters quitte Pink Floyd et David prend la direction du groupe. Sous sa direction, ils ont sorti A Momentary Lapse of Reason en 1987, suivi de The Division Bell en 1994. Les deux albums ont été de grands succès. Pink Floyd a prouvé sa puissance d'expression, même sans son parolier d'origine. Ce chapitre a aussi marqué un tournant dans la vie de David. Il a commencé à acquérir des propriétés emblématiques, à commencer par l'Astoria, superbe péniche de 1911 sur la Tamise. Au lieu d'en faire une retraite de luxe, il l'a transformée en studio d'enregistrement privé où il allait créer bon nombre de ses œuvres futures. Paisible, isolé et lumineux, c'était le lieu idéal où David aimait travailler. Il a également acheté le manoir Grand Medmenham Abbey dans le Buckinghamshire, puis une maison à Little Venice, à Londres. Même dans des adresses luxueuses, Gilmour restait simple. Son plaisir était réfléchi, jamais tape à l'œil. Il avait une Jaguar E-Type classique, qu'il a échangée contre une Tesla Model S, silencieuse, confortable et écologique. Son échappatoire préféré était la voile, car il n'y a ni paparazzi, ni tapis rouge, seulement l'eau libre et le silence. En 1994, David a épousé Polly Samson, romancière et parolière talentueuse, qui est devenue sa partenaire de vie et créative. Tous deux ont merveilleusement mêlé leur vie personnelle et artistique, et ensemble ils ont élevé une grande famille aimante, un total de 8 enfants, certains biologiques et d'autres adoptés. Polly a apporté une clarté ancrée dans le monde de David. Sa voix lyrique s'accordait parfaitement avec le ton musical de David. Ensemble, ils ont créé non seulement des albums, mais aussi un mode de vie qui laissait de la place à l'art, à la famille et à la tranquillité. Elle l'a aidé à s'éloigner du bruit pour aller vers quelque chose de bien plus significatif. À la fin des années 90, David Gilmour était devenu une légende du rock, multimillionnaire et père de famille, sans jamais perdre ce calme intérieur qu'il avait façonné depuis le début. Tandis que d'autres cherchaient la célébrité, il a préféré la paix, plus difficile à garder. Au début des années 2000, David a porté davantage son attention sur la musique en solo et ses passions personnelles. En 2006, il a sorti On an Island, un album doux et réfléchi, rempli de riches parties de guitare et de paroles émouvantes. Il a fait ses débuts à la première place au Royaume-Uni, prouvant que même sans le nom de Pink Floyd, la musique de David touchait encore des millions de personnes. Cela a été suivi par Live in Dansk, en 2008, une performance live saluée mondialement. Son jeu était aussi expressif que jamais, plein d'espace, de sensibilité et de précision. En 2015, David a sorti Rattle That Lock, un album solo qui a encore atteint la première place au Royaume-Uni. Le disque était audacieux, mature et profondément personnel, mêlant des textures rock à des paroles coécrites par Polly Samson. Il a poursuivi avec une grande tournée mondiale en Europe et Amérique du Nord. La tournée a généré plus de 78 millions de $, prouvant que sa présence restait puissante des décennies après ses débuts avec Pink Floyd. Pendant ce temps, David a continué à collectionner des guitares sonnant parmi les plus emblématiques du monde. Son arsenal comprenait la légendaire Black Strat, à l'origine des plus grands succès de Floyd. C'était une Fender Stratocaster numéro 0001 rare et des guitares acoustiques Martin Vintage. Chaque guitare était restaurée, personnalisée et jouée. Ses biens ont aussi augmenté. Il partageait son temps entre un domaine paisible dans l'Oxfordshire, une maison privée, un studio et une superbe maison restaurée à Hove. Il appréciait les routines calmes et le temps passé avec Polly et leurs enfants. Son mode de vie, non ostentatoire, visait l'équilibre, même dans l'usage de sa richesse. En 2019, David a surpris le monde en vendant aux enchères plus de 120 en guitare, dont la Black Strat. La vente aux enchères en a rapporté plus de 215 millions de $, et il a fait don de chaque centime à Clean Earth, une association environnementale qui lutte contre le changement climatique. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite vendu sa maison à Londres et a donné l'intégralité du produit de la vente, soit plusieurs millions de livres, à Crisis, une association britannique qui soutient les personnes sans abri. David est ensuite devenu vice-président de Crisis et a soutenu régulièrement Oxfam, Greenpeace et Amnesty International. À ce moment, il n'était plus seulement guitariste, mais aussi philanthrope respecté, utilisant son succès pour faire discrètement une réelle différence. Au tournant de la décennie, alors que David approchait de la fin de la soixantaine, il a sorti Luck on Strange en 2024. C'était son album le plus introspectif à ce jour. Les chansons exploraient le vieillissement, la mémoire et le sens de la vie,
offrant une fenêtre sur ses pensées et ses réflexions à près de 80 ans. C'était subtil, honnête et magnifiquement conçu. En même temps, de grands changements se produisaient en coulisses. Sony Music a racheté le catalogue musical de Pink Floyd pour environ 400 millions de dollars. La part de Gilmour était estimée entre 80 et 100 millions de dollars, ce qui a encore augmenté sa fortune déjà impressionnante. La fortune de David Gilmour atteint environ 180 millions de dollars. Pourtant, on ne le devinerait pas à sa vie. Il vit paisiblement dans son manoir à Hove et séjourne parfois dans sa propriété campagnarde de l'Oxfordshire, où il enregistre tranquillement. Son studio Astoria Houseboat reste un sanctuaire créatif sur la Tamise. Ses journées se résument à naviguer sur son yacht de 35 pieds d'eau jardinée avec Polly et faire de la musique quand il est inspiré. Il évite les projecteurs, fuit le drame et se concentre sur l'essentiel, sa famille, la paix et le sens de la vie. Sa richesse est discrètement gérée avec un luxe minimaliste et un impact fort. Sans battage ni bruit, juste une vie de travail, de générosité et un son intemporel. David Gilmour est un paradoxe rare, icône mondiale de la guitare sans jamais rechercher la célébrité. Bien que considéré comme une légende, il se voyait juste musicien, n'ayant jamais cherché la célébrité, seulement la musique. Sa vie est un chef-d'œuvre discret, une histoire d'équilibre entre le son et le silence, entre une grande richesse et une générosité encore plus grande, entre la célébrité et une profonde réflexion personnelle. Alors que d'autres stars recherchaient un peu la lumière, David a consacré des décennies à une maîtrise discrète. Une note de sa guitare exprimait plus qu'un mur de bruit. Derrière ce son, il y avait un homme préférant la paix au pouvoir et le sens à la reconnaissance. Sa musique résonne toujours dans les stades, les écouteurs et les souvenirs. Pas parce qu'il criait pour se faire entendre, mais parce qu'il jouait avec sincérité et que les gens le ressentaient ensemble. David Gilmour incarne l'histoire du rock et montre que la puissance tranquille est éternelle. Sa guitare a révolutionné le rock, mais la véritable histoire de David dépasse la musique. C'est une question de puissance de la retenue, de force des choix silencieux et de la grâce d'un homme ayant trouvé la paix dans un monde bruyant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le parcours de David ? Partagez vos impressions en commentaire. Si l'écho de cette histoire vous touche encore, restez avec nous. Un autre voyage légendaire arrive bientôt.